sur la longue durée. Ne pas se contenter uniquement des perspectives actuelles de coopération entre le Brésil et l'Afrique, ou ne pas se contenter de rappeler l'histoire de l'esclavage qui a marqué ces deux parties de l'Atlantique, l'Afrique et le Brésil, le Nouveau Monde. Sur ce point, je ne suis pas d'accord que, comme l'a suggéré le professeur de Brasilia, qu'on sorte un peu du ghetto de l'esclavage, des études sur l'esclavage. Les études sur l'esclavage sont extrêmement importantes, non seulement au Brésil, parce que c'est à cause de l'esclavage que 30 à 40% d'une population afro-brésilienne d'origine africaine est encore sous le coup du racisme, des inégalités sociales, l'absence du droit à l'éducation, du droit au travail, et par conséquent, tant qu'on ne va pas assumer la totalité de cette histoire d'esclavage, on ne pourra pas, à mon avis, réparer et faire en sorte que les inégalités dans un même pays soient aussi fortes. Et les études sur l'esclavage sont aussi importantes en Afrique. C'est nous qui sommes concernés par l'impact de la traite négrière en Afrique entre le 15e et le 19e siècle. Nous ressentons toute l'importance de cette activité dans la connexion des continents depuis le 15e siècle sur l'évolution des sociétés africaines jusqu'au 19e siècle et sur l'évolution actuelle. On n'a pas suffisamment étudié en Afrique les conséquences de cette traite négrière. Nous avons des collègues maintenant qui s'intéressent non seulement à cette période de la traite négrière, mais aux survivances de l'esclavage jusqu'à l'époque contemporaine, avec les stigmates dans notre propre société. Et j'estime que la fragmentation du continent, malgré la période coloniale qui a rassemblé un certain nombre d'entités géographiques, on a un grand pays comme le Zaïre, on a un grand pays comme le Soudan, le Nigeria, mais la fragmentation interne de notre société est en grande partie liée à cette fragmentation qui a été entérinée par la traite négrière, cette violence exercée sur les populations qui se sont repliées sur elles-mêmes, et les replis identitaires, on a appelé cette et aussi la violence exercée sur les personnes humaines. La traite négrière est essentiellement un acte violent. Un acte violent de dépossession et de possession de force. Et grâce aux armes à feu, la traite négrière s'est poursuivie pendant tout le siècle. Mais dans le cadre d'une économie monde qui a relié très tôt les trois continents, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Et nous vivons encore les conséquences de cette connexion qui a été dirigée, à mon avis, par l'Europe
conquérante qui a conquis les Amériques et qui, au XIXe siècle, lorsque les Amériques ont pris leur indépendance, se sont repliés sur le continent africain pour une période de 20 siècles de nationalité. Donc, ce cadre est, à mon avis, expliquer plus ou moins dans quel contexte les études africaines sur le continent peuvent tirer profit des études dans le Nouveau Monde sur l'évolution des sociétés dans leur ensemble, y compris l'évolution des Africains qui ont été transportés de force au Brésil, ou en Amérique ou dans les Caraïbes. C'est cela, à mon avis, qui devrait guider notre démarche pour une sorte globale de l'Atlantique. Il permettrait à chacune des périodes de comprendre les enjeux, à la fois économiques, culturels et politiques, et de comprendre les enjeux actuels dans la globalisation. Et c'est pour cela que je vais essayer de dire un peu ce que je connais par rapport à l'histoire africaine. Ce qui vous permettra peut-être, connaissant votre propre histoire d'origine, voir quels sont les problèmes que nous nous posons en tant qu'historiens et quelles solutions nous apportons à ces problèmes. Je dois dire que l'histoire a joué un rôle extrêmement important dans la prise de conscience des peuples africains, non seulement de leur identité, mais aussi de leur histoire. Il leur a permis de surmonter les effets racistes de la traite négrière et de la colonisation. Il leur a permis de sécréter une idéologie nationale de lutte de libération politique et économique. Cette trajectoire, elle est très courte. Parce que, comment dire, elle s'inscrit dans le cadre de la période coloniale qui est toute récente. La période coloniale qui est toute récente. Et au cours de laquelle les nouvelles élites africaines formées par la colonisation ont pris conscience très tôt de leur destin et ont élaboré des théories, un système de pensée qui leur permettait de se libérer de l'emprise coloniale avec tous ses préjugés. Ça a été le cas très tôt au début de la colonisation avec le mouvement de l'agriculture. Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, René Dépès, tous ces penseurs, vous voyez bien que toutes les pensées sur la libération de l'Afrique a sa composante du nouveau monde, de la diaspora. Le mouvement de l'agriculture, c'est Senghor, Césaire et René Dépès. Et ils ont, à mon avis, revendiqué leur négritude, revendiqué l'égalité de leur civilisation par rapport aux civilisations. Elle est différente, mais elle n'est pas inférieure. Et je pense que ça a été un mouvement de pensée extrêmement important qui a permis aux élites africaines de se valoriser et de prendre conscience de leur destin. Le deuxième penseur, c'est bien sûr Cheikh Anta Diop, avec
nationale d'agriculture, qui a fondé les bases d'une civilisation africaine antérieure à celle de l'Égypte, à celle de Rome et de la Grèce. Et cette revendication, non seulement de l'histoire de l'Égypte comme étant l'histoire africaine, qui a permis de mettre les fondements de la Renaissance africaine. Parce que, même si nous avons subi la traite négrière, nous avons subi la colonisation, il y a un passé lointain qui indique la voie à suivre pour la renaissance de l'Afrique. L'Égypte a inventé la philosophie, a construit les pyramides. L'Égypte est à la base de beaucoup d'aspects de la religion, et ainsi de suite, monothéiste. Donc, Cheikh Anta Diop, tout en associant à cette origine africaine de l'Égypte, l'unité culturelle de l'Afrique, qui est pour lui le fondement de l'unité africaine. L'Afrique est un continent divers, mais il y a une unité culturelle fondamentale qui nous permet d'assurer l'unité du continent. Mais Cheikh Anta Diop n'est pas seul. Il avait aussi à ses côtés Wilbert Blyden, qui est, comment dirais-je, Wilbert Blyden, qui est le Trinidad Tobago. Il avait déménagé en Sierra Leone, mais qui est l'un des premiers à attirer l'attention sur la ressemblance entre la civilisation égyptienne et la civilisation africaine. Donc, toute pensée en Afrique n'est pas isolée de celle de sa diaspora. Elle est solidaire, même si à certains moments, comment dirais-je, il y a des coupures, comme ce fut le cas pendant tout le XXe siècle, une grande partie du XXe siècle, à cause de politiques coloniales. Et le troisième, c'est bien sûr Abdoulaye Ly, qui est l'un des premiers historiens sénégalais à avoir théorisé sur la connexion des continents. Dans son ouvrage, qui s'intitule La Compagnie du Sénégal, c'est une compagnie française mise en place par la royauté en 2014 et qui assurait le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Caraïbes. Et Abdoulaye Ly met en évidence les origines historiques de la dépendance. Et il reprend en partie les thèses de Eric Williams, un autre africain de la diaspora, sur esclavage et capitalisme, qui lui a permis de mettre en évidence l'importance de la traite négrière, du commerce des esclaves, dans l'élaboration et la consolidation du capitalisme européen. Donc, à ce niveau-là aussi, on n'est pas isolé de la diaspora. Et ces trois penseurs, je les ai choisis de façon arbitraire parce qu'on peut trouver dans toutes les régions d'Afrique la même gestation de pensée en fonction des écoles, en fonction des systèmes coloniaux, que ce soit en Angola, que ce soit au Mozambique, que ce soit au Zaïre, que ce soit à Ibadan ou à Makerere. Donc nous avons partout, ainsi à travers le continent, des hommes et des femmes qui ont pensé l'histoire africaine comme instrument de libération, comme levier fondamental, comme le dirait Kizerbo, la prise de conscience des Africains.
c'est, à mon avis, bon, ces hommes, ces trois, ont participé à la période antérieure de lutte de libération pour l'indépendance. Mais ils ont été aussi partie prenante de la construction de l'État-nation après l'indépendance. Abdoulaye a aujourd'hui 92 ans. Il continue à écrire. Senghor et Cheikh Anta Diop sont morts, mais ils ont vécu les 30 premières années de l'indépendance. Et je dois dire que le fait que ces trois intellectuels n'aient pas pu s'entendre en politique pour trouver des solutions au problème de la décolonisation a été un handicap majeur pour l'évolution de l'Afrique actuelle. Je ne sais pas, si, en tous les cas, si c'était entendu, parce que chacun d'entre eux avait un élément de la solution, mais pas toute la solution. Malheureusement, ils ont Senghor, Cheikh Anta Diop et Abdoulaye, malgré quelques retrouvailles, n'ont jamais pu s'asseoir ensemble pour trouver des solutions au Sénégal contemporain. Notre génération est l'héritière de ces trois penseurs. Quoi qu'on dise, on a grandi, on a été élevé dans ce débat intellectuel qu'ils ont initié. Ils ont initié et qu'ils ont tenté de reproduire sur le plan politique en participant à la lutte politique. Et nous avons continué leur œuvre, en particulier pour écrire, travailler sur certaines périodes de l'histoire africaine, et en particulier la période du 15e au 19e siècle, qui est devenue cruciale pour nous pour comprendre pourquoi, à la fin du 19e siècle, l'Afrique a été conquise si facilement malgré les résistances. Et c'est pour cela que la période de la traite négrière est encore importante, parce que c'est elle qui peut nous indiquer aujourd'hui dans quel état de dégénérescence les sociétés africaines ont été placées, malgré les résistances, malgré les tentatives de restructuration, la logique de la connexion des continents avec le sucre, le tabac, le coton et l'esclave était au centre du commerce mondial. Personne n'y échappait. Jusqu'au moment où les pays d'Amérique latine, les États-Unis, Haïti, ont lutté pour l'indépendance. L'Europe a perdu cette partie du monde. Sans seulement qu'elle s'est tournée vers l'Afrique pour la coloniser directement. Mais elle était déjà mûre comme un fruit accueilli. Donc notre génération a étudié cette partie. À un moment où les études sur l'esclavage étaient orientées par l'école américaine sur le nombre d'esclaves transportés du continent vers le débat initié par Curtin
Philippe Curtin, qui tentait de diminuer considérablement. Nous avons refusé d'entrer dans ce débat parce que l'essentiel, c'était les conséquences internes sur l'évolution des sociétés, sur les institutions, les régimes militaires qui ont été mis en place, et l'évolution de l'esclavage interne liée directement à la satisfaction des besoins de la traite atlantique. L'esclavage domestique s'est développé. Certains esclaves de la couronne sont devenus, disons, la force militaire au service des aristocraties. Et ils sont devenus si puissants que certains esclaves ont fait des coups d'État et ont pris le pouvoir, ont créé de nouvelles dynasties. En Afrique, ont créé de nouvelles aristocraties. Et au moment de la conquête coloniale, lorsque Lat Dior a été battu par les Français, ils ont nommé le chef de l'esclave de la couronne comme chef de canton du Canada. C'est devenu une force militaire extrêmement importante. Donc encore une fois, nous devons continuer à approfondir en Afrique les conséquences de cette catégorie. Le repli identitaire est un repli de protection. Comme la conquête de l'espace territorial n'était plus devenu un enjeu en Afrique, c'est pour ça que nous avons assisté à un émiettement politique des territoires. Et cela, donc, notre génération s'est occupée de cela. Mais en même temps, on était engagé dans la voie de la construction de l'État-nation à l'intérieur des frontières héritées de la colonisation, malgré toutes les déclarations faites par les pères de l'indépendance sur l'unité africaine. Chacun, qu'il soit de gauche ou de droite ou réactionnaire, s'est attelé à construire un État-nation monolithique à l'intérieur des frontières. Le résultat aujourd'hui, c'est que l'unité africaine n'avance pas.